Bonsoir à tous, Sébastien Ley pour 4 piliers. Nous continuons nos émissions qui sont dédiées à ces candidats citoyens qui partent avec courage aux élections départementales et régionales de la fin du mois de juin. Nous avons beaucoup d'invités ce soir, mais la caractéristique commune de ces invités, c'est qu'ils sont tous candidats en Île-de-France. Donc, si vous habitez en Île-de-France, ce sont des candidats citoyens, des non-professionnels de la politique, pour lesquels vous allez avoir l'opportunité de voter. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre d'invités qui se sont déconnectés, que je réinvite. Désolé. On va prendre quelques minutes. Vous le savez, c'est assez traditionnel pour partager sur nos différentes pages. Loïc Med, j'espère que tous les invités sont avec nous maintenant parce que s'ils se déconnectent pendant l'émission, ça sera très difficile pour moi de les récupérer parce que ça veut dire regarder à plusieurs endroits en même temps et ça m'est un peu difficile d'animer la session. Donc, pour notre audience et nos différents spectateurs, donc, on a aujourd'hui avec nous des candidats citoyens en Île-de-France qui émanent essentiellement de trois mouvements, je dirais trois galaxies, France Démocratie Directe, Alliance du Peuple, et puis Loïc aussi qui nous a rejoint, bien évidemment, pour oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Loïc. Loïc, on rappelle à tout le monde, tu es candidat dans le 77. Quel canton? Sur le canton de Melun. Tout à fait. Canton de Melun, 77, avec Loïc Roussel. La campagne a commencé. Il mène une campagne tambour battant sur le terrain. Voilà, je suis sur le terrain le plus possible. Hier soir, j'avais encore les mains dans la colle jusqu'à 22 h. Donc, voilà. C'est une campagne active. Cela étant, avant de donner la parole à nos invités, j'ai prévu qu'il faut qu'on trouve un jour la semaine prochaine où je te rejoins, où je colle un peu des affiches avec toi. Ah, ben, ce sera avec un grand plaisir. Voilà. D'ailleurs, si tu arrives à te libérer samedi matin, eh bien, tu pourrais faire le marché avec moi, la fête des commerçants. J'ai un programme d'enfer. Bon, super, on en reparle parce que là, nos invités vont craquer si on ne donne pas la parole. Mais je crois que ma compagne fait de la formation samedi, donc je vais peut-être m'échapper et venir avec toi. Si tu m'offres une bonne bière pendant qu'on fait ça, c'est… Oh, mais même 10 si tu veux. Allez, bon, allez, on passe à nos invités. Donc, nos invités, ils vont expliquer eux-mêmes leur démarche. Ils sont à la fois candidats, ils ont une liste régionale. Il y a une liste régionale pour les citoyennes, pour les régionales, qui est une liste citoyenne, dont Lionel, je pense, va vous parler, mais aussi Ingrid. Et puis, il y a des candidats à des départementales, comme Loïc, mais sur des départements qui sont dans l'Île-de-France et qui prendront aussi la parole ce soir. Ce que je vous propose ce soir, c'est de découper cette émission en 3 parties. Une première partie où les candidats eux-mêmes vont se présenter, parce que l'un des buts de cette série d'émissions, c'est de montrer aux Français, aux citoyens français, que finalement, au-delà des politiques professionnelles, il y a aussi des citoyens classiques, issus des Gilets jaunes ou pas, des commerçants, des enseignants comme Loïc, qui se lancent aux élections, qui ne désespèrent pas du processus électoral et de la politique. Donc ça, ce sera la première partie. Dans une deuxième partie, parce qu'on a quand même des spécialistes de démocratie directe, on va parler du RIC, de leur vision du RIC, des processus de démocratie participative. Je sais, Loïc, que sur le terrain, on t'en parle aussi énormément. J'en parle énormément. C'est une des 4 mesures que je propose. Voilà. Enfin, ça s'appelle pas RIC, ça s'appelle consultation citoyenne, mais bon, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Et puis, dans une troisième partie, on laissera la parole aux candidats pour qu'ils nous expliquent les enjeux locaux de leur élection. Ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être avec la liste régionale en elle-même Île-de-France, et donc avec Lionel et Ingrid, si vous pouvez vous présenter à titre personnel. Bien sûr. Honneur aux dames alors, vas-y Ingrid. Je crois. C'est gentil. Néanmoins, Lionel est le tête de liste de notre liste citoyenne qui se présente donc pour les régionales en Île-de-France. Moi, je suis Ingrid Belfodil et donc on respecte la mixité. Il se trouve que je me trouve sur la 2e place de la liste pour Paris. Tous les départements de l'Île-de-France sont concernés et à la rigueur, peu importe les places, puisqu'on est pour une démocratie réelle et donc directe. Et à ce sujet, tout le monde, tous les citoyens sont concernés. Donc, j'ai la casquette FDD, c'est-à-dire France Démocratie Directe, mais également Alliance du Peuple. On en parlera davantage après, puisque nous soutenons la liste au régional en Île-de-France, FDD, et Lionel va pouvoir se présenter s'il veut bien. Et sinon, toi, à titre personnel, d'où viens-tu? Comment es-tu venu à la politique? C'est ça qui nous intéresse aussi. Alors, comment j'y suis venue? Je dirais que je suis qu'une simple citoyenne. Je suis passée par les caps où j'ai été démobilisée par rapport à la politique avec tous les enjeux et tout ce qui se passe en plus actuellement. Ce qui m'a menée il
Il y a eu les phases de découragement, il y a eu les phases d'écœurement, il y a eu le renoncement au vote. Et en fait, avec tout ce qui a émergé et les comportements politiques dus à cette crise sanitaire, j'avais besoin de passer à l'action et de redonner confiance autour de moi aussi à beaucoup de gens dans ce qu'est le pouvoir du citoyen qui passe par le vote réellement, puisqu'il s'agit d'intégrer le système pour prendre sa place et la parole, et également par le mode de consommation. Donc, il s'agit vraiment de redonner confiance et de mobiliser les gens pour les régionales parce qu'elles ont tellement de conséquences pour la suite, que ce soit législative ou présidentielle, qu'il est important que tout le monde se remobilise au lieu de se laisser manipuler et écœurer. D'accord. Est-ce que toi, tu avais une expérience politique préalable ou pas? Ou c'était la première fois ou non, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais, ouais. Complètement. Et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir participer à une liste citoyenne par laquelle tout le monde peut se sentir concerné et mobilisé et agir d'une manière ou d'une autre ou participer de différentes manières, que ce soit dans des actions, des dons ou de soumettre des bonnes idées constructives. Et ça, Lionel, c'est ça. Lionel, ton parcours, comment tu es arrivé à co-lancer cette initiative et cette liste et quelle était ta vision de la politique auparavant? Est-ce que tu es passé par je sais pas, les Gilets jaunes ou un autre mouvement ou d'autres engagements politiques ou sociétaux ou associatifs peut-être? Ouais. Pour être très clair, oui, effectivement, c'est la situation, on va dire, sanitaire, mais c'est bien au-delà de la situation sanitaire. C'est l'espèce de déliquescence de tout ce qui était, j'ai envie de dire, nos libertés fondamentales, et puis aussi de la politique en général, quoi, parce que là, on est passé, ça fait 1 an qu'on est dans un état d'urgence et qu'il n'y a plus de, enfin, je sais pas, l'état d'urgence pour moi, c'est urgent, donc au bout d'1 an, est-ce que ça se justifie encore? Est-ce que ça s'est jamais justifié? Là, il y a une histoire de passe sanitaire qui est passée finalement en 2e vote après un vote contre. Il y a eu un espèce de vote quasiment à huis clos, quoi, en fait, à 2h ou 3h du matin, avec juste les députés prévenus, donc les députés du parti LaREM. Bon, ça, c'est même plus de l'ordre du déni de démocratie, on est dans le foutage de gueule complet. Donc, je pense qu'on est là pour ça, effectivement, parce qu'il y a un moment où c'est plus tenable, à aucun point de vue. Comment toi, concrètement, avant cette expérience pour la régionale, quel était ton degré de connaissance de la politique ou de l'engagement politique? Est-ce que tu t'étais déjà engagé ailleurs et tu avais été déçu? Ou est-ce que c'est quelque chose de radicalement nouveau, cette campagne? Non, j'ai jamais été sur aucune liste, ni au municipal, ni au départemental, ni législative, ni européenne, ni quoi que ce soit. D'accord. C'est la toute première fois. D'accord. Est-ce qu'il y en a parmi vous, j'imagine, qui étaient quand même dans les Gilets jaunes ou qui se sont mobilisés à ce moment-là? Oui, comme nous, j'imagine. Moi, je suis un gilet jaune tardif, en fait. Hein. C'est-à-dire que j'avais une boîte, là, juste avant de fermer ma boîte, tout simplement, hein, parce qu'avec le premier confinement, j'avoue que… D'accord. Tu étais dans quoi? Dans quel domaine? Le BTP. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis électricien de métier. Après, j'ai d'autres formations, j'ai d'autres expériences professionnelles, bien sûr. Mais bon, voilà, j'en ai jamais, enfin, j'ai jamais pu me nourrir avec ça. Donc, voilà. Donc, le BTP, ouais. Voilà. Et j'ai fermé ma boîte juste au moment où j'ai vu le premier confinement arriver. On venait de terminer un chantier et puis j'ai fait, est-ce qu'on renquille ou est-ce que je mets la clé sous la porte avant que ça parte en cacahuète. Et comme c'était 3 mois de fermeture sûre, mais sans aucune visibilité sur l'avenir, je me suis dit, bon, je vais fermer. Hein. J'étais tout petit à ce moment-là. J'avais enfin voilà, on était vraiment tout petit, quoi. Donc autant fermer. Et puis depuis, ça n'a cessé d'être n'importe quoi. Je pense que j'ai été parmi les chanceux qui ont en fait fermé au plus vite, parce que tous ceux qui se sont endettés entre-temps pour tenir leur boîte, pour tenir leur commerce ou leurs activités, à mon avis, aujourd'hui, ils ont non seulement une perte d'activité massive, et en plus, ils ont des dettes. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, ça, Lionel. Toi, tu penses, parce qu'on a souvent abordé ces questions-là dans nos émissions, hein, Loïc, et moi, je suis économiste de formation, donc on me pose souvent la question de la vie. Toi, tu penses qu'à la réouverture,
ceux qui vont réouvrir avec toutes ces dettes, les PGE, etc., la période difficile dont on vient de sortir, tu penses que ces gens-là, le rebond de l'économie, de l'activité ne sera pas assez fort pour vraiment les aider? Ils auront des difficultés. Pas assez fort ou pas assez durable? Là, si tu veux, pas assez durable. Par exemple, ouais, parce que là, moi, je viens de voir les terrasses, machin et tout. Oui. Voilà. Comme tout ça, à Paris, c'est plein les terrasses, tu vois. Enfin, c'est plein. Attention, le temps ne les aide pas vraiment. Hein, mais les gars, ils sont en pleine euphorie, là. Moi, j'en vois certains qui ont essayé de tenir comme ils pouvaient. Et puis là, ils sont en pleine euphorie. Le truc, c'est que ça va durer combien de temps? Ouais, on ne sait pas. L'été, quoi. Mais après, Loïc, qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ce phénomène des terrasses à Melun, à Bois-le-Roi? Qu'est-ce qu'ils te disent, les restaurateurs? Je vais te dire, donc les terrasses, évidemment, sont pleines, sauf pour certains restaurateurs qui, au vu de la météo un peu mitigée en Seine-et-Marne, ont préféré attendre un petit peu. Idem sur Paris. Il se trouve que ce midi, j'ai déjeuné avec un médecin, puisque je travaille dans un centre de rééducation fonctionnelle, hein, je le dis pour les autres intervenants. Donc, il y a beaucoup de médecins et quelques professeurs spécialisés comme moi pour les jeunes en cours de rééducation. Et il me disait, bon, une pandémie, c'est 3 ans, le médecin. Voilà. Donc, c'est sûr que personne n'est capable de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Mais ce qu'on savait, c'est ce qui était la situation de départ. C'était des commerçants qui, pour la plupart, avaient fini de rembourser leurs emprunts. Et puis maintenant, ils ont un PGE à rembourser, donc une corde au cou. Et en plus, une incertitude quant à la pérennité de leur activité, puisque un nouveau confinement est toujours possible, disons, à l'automne. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est vraiment quelque chose de difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait tout notre possible pour soutenir les commerçants au parti 4 piliers. Hein. C'est vraiment un de nos points. Il y a encore l'épée de Damoclès, on le sent. Les médias voudraient nous vendre l'idée qu'avec ce déconfinement, les terrasses, etc., tout va bien. Bon, déjà, il faut voir que pour un restaurant, pas tous les restaurants ont des terrasses. Hein. Dans Paris, il y a très peu de terrasses finalement. Le temps n'est pas de la partie. Et puis franchement, ouvrir un restaurant pour faire 20% de capacité quand on a des coûts fixes, il faut être fou. Moi, j'ai des copains qui me disent, je n'ouvre pas. Hein. Moi, c'est le cas de Maud, qui est une de mes colistières, qui est ça devait être une restauratrice avec qui j'ai sympathisé. J'avais fait un reportage sur une manifestation de restaurateurs à Fontainebleau. On s'est liés d'amitié et de fil en aiguille, on a monté une grosse opération de soutien aux restaurateurs et on a même été reçus au ministère à Bercy pour défendre la cause. Bon, ça n'a pas donné grand-chose de vraiment concret. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas prêts à vraiment nous écouter. Enfin, ils nous ont écoutés, mais de là à mettre en œuvre ce qu'on demandait, il y avait un pas qu'ils n'ont pas franchi. Enfin, bon, Maud, elle est en pleine expectative. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont perdu du personnel qualifié, hein, puisque pendant toute cette durée de confinement, les personnes qui sont les plus actives, elles ont rebondi, elles ont fait autre chose. Et puis, ouvrir à 20% de capacité, ce n'est pas rentable. Donc, voilà. Alors, à part Lionel et Ingrid ici, je ne sais pas, je crois que Jérôme a eu du mal à se connecter. Est-ce qu'on a certains des candidats au départemental ou membres de la liste? Je ne sais pas si Annick et Pamela sont sur les listes. Oui. Annick, tu l'es, oui? Est-ce que tu peux je ne sais pas si tu m'entends. Oui, très bien, on t'entend. Tu es en ligne. L'image n'est pas très bonne, on t'entend bien. Annick, est-ce que tu peux rappeler sur quelle liste tu es et dans quelle zone géographique, s'il te plaît? Alors, je suis sur la liste FDD. Sur le canton de Vauréal. Donc, je suis la candidate avec Jérôme. D'accord. Donc, tu es la candidate avec Jérôme sur la départementale, hein, on est d'accord? Voilà, le canton de Vauréal. Mais nous sommes aussi candidats avec Lionel, du coup, sur les régionales. Sur la liste régionale, d'accord. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont toi, tu es venu à la politique, à cette liste? Est-ce que tu avais eu des engagements avant? C'était quoi ta vision de la politique? De la dernière présidentielle, des Gilets jaunes. Est-ce que tu avais déjà essayé, tu avais été déçu, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau dans ton existence, dans ton parcours de vie? Alors, je m'étais engagée un peu avec la France Insoumise pour les législatives. En fait, c'était la première fois que je m'intéressais à la politique, vraiment. Et pour les présidentielles aussi, en fait, où j'avais écouté tous les candidats et tout ça. Et ensuite... mais bon, pour la France Insoumise, j'ai été simplement mandataire financière en fait sur le Val d'Oise. D'accord.
Et après, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de… Enfin, ça ne me convenait pas, en fait. Il y avait pas mal d'ego qui se frottaient un peu. Ouais. Voilà. C'est compliqué comme parti. Oui, donc j'ai pris de la distance. Et là, en fait, pour les cantonales, j'ai été recontactée par la France Insoumise et j'ai refusé de me joindre à eux. Surtout, en fait, c'était essentiellement pour la réaction qu'ils ont eue par rapport à la liste par rapport à la, comment dire, au courrier des colonels. Oui, qu'ils ont condamné. Hein, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont condamné ce courrier en l'assimilant à une sédition militaire, à un courrier de faction. Voilà, ce qui n'était pas du tout écrit dans les textes. Et j'avais écouté plusieurs interviews en fait du colonel en question et c'est pas du tout ce qu'il disait. Donc déjà, ça m'a un peu interpellée. Mais ensuite, depuis toute cette année là qu'on est en confinement, donc moi j'exerce. Alors pardon, j'essaie de régler un peu, ça va peut-être bouger. J'exerce en tant qu'architecte libéral. Je fais aussi de l'expertise judiciaire et je suis professeure de yoga. Donc tout s'est arrêté pour moi au mois de mars. J'arrive pas à régler. Plus le droit de faire de réunions. Voilà. Donc je travaille toute seule, donc j'avais pas non plus beaucoup de travail devant moi. Donc ça s'est arrêté. Des cours de yoga, tu arrives pas à donner des cours de yoga en petit comité, non? C'est interdit? Alors ce qu'il y a, c'est comme vous voyez peut-être derrière moi, je suis en plein chantier à la maison. Et en fait, j'avais pas de lieu en fait qui soit propice, vraiment zen pour pouvoir donner quelque chose en ligne. Et la salle municipale m'a interdit d'exercer, alors que le décret, enfin quand je lisais le décret, pour moi, ce décret n'indiquait pas que les associations étaient concernées par l'arrêté. Donc j'aurais pu continuer normalement à bénéficier de la salle municipale. Mais bon, ça c'était mon interprétation du décret. Après, bon, la lumière est vraiment pas bonne. Je ne sais pas comment faire pour améliorer. Est-ce qu'en novembre 2018, toi, tu as ressenti quelque chose en France avec le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que à l'époque, est-ce que tu t'es impliqué ou est-ce que ça a marqué un tournant pour toi ou pas? Alors, j'avais vraiment envie de m'investir dans les ronds-points. Et là, c'est ridicule parce qu'en fait, j'étais toute seule et j'ai pas osé y aller. Alors, je suivais en fait et j'avoue, j'avais envie d'aller dans les ronds-points, mais j'osais pas y aller toute seule. Et ensuite, quand les manifestations je suis allée à 1 ou 2 manifestations et quand ça s'est aggravé, en fait, c'est vrai que j'avoue que oui, sachant que tu as raison sur le constat, en fait, il fallait y être au début. C'était très intéressant en octobre, novembre, décembre. Après, quand ça a dégénéré, en plus, selon la situation, par exemple, une femme seule, très difficile de se rendre aux manifestations à partir de décembre. Hein. Il y avait très comme on a casse, ça peut se comprendre. Mais bon, en tout cas, au moins par l'esprit, assez rapidement, tu soutenais le mouvement, tu considérais que les demandes du mouvement étaient justifiées quand même. Oui, je considérais que c'était tout à fait justifié et j'ai suivi tout le périple de M. Macron quand il est allé rendre visite, toutes les réunions qu'il a faites, toutes les doléances qui ont été… voilà. Et en fait, j'ai aussi vu qu'il y a vraiment rien eu de fait, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de toute parole. Et ça m'a vraiment choquée, surtout aujourd'hui, pendant la pandémie, enfin la pseudo-pandémie, de voir qu'en fait, il y avait des discours complètement contraires. Il agit tout seul avec un petit comité dont on ne connaît même pas, il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a rien. Quand on voit, ne serait-ce qu'au niveau d'une expertise judiciaire, comment on doit respecter le contradictoire et respecter la parole. Il y a un petit garçon qui nous a dit bonjour, je ne sais pas où il est. Ah oui, alors j'ai mes petits-enfants. On lui dit bonjour aussi, il est le bienvenu. Qui viennent voir leur mamie. Donc voilà, et moi, il y a tout ce mensonge là autour de la pandémie, ça m'a vraiment interpellée. Le fait aussi qu'ils interdisent des protocoles de soins qui sont éprouvés. Moi, de la chloroquine, j'en ai pris quand je suis allée en Afrique. Ça n'a, voilà, jamais eu d'effets secondaires graves, etc. Ou alors, bon, très rare pour des gens qui auraient des problèmes cardiaques, mais c'est vraiment exceptionnel. Et quand j'ai vu qu'ils fermaient tous les traitements pour absolument vendre ce vaccin, en fait, là, j'ai vraiment… j'écoute tout le temps. En fait, je me forme sur YouTube avec les économistes. Je suis beaucoup Gal Giraud, que je trouve excellent.
des économistes aussi qui sont plus, qui mélangent aussi avec la biodiversité. Là, j'ai pas le nom de la personne, je pense à une femme en particulier, mais voilà, je me suis formée à la permaculture parce que sans ressources, en fait, à un moment donné, dès mars, en fait, j'ai commencé à acheter des graines à ce qui me restait. J'ai planté, toujours sur YouTube, j'ai appris. Ça, c'est un peu pour nos auditeurs le thème de la résilience, d'arriver à faire des choses en local, c'est très important. Hein. On connaît tous les excès de la mondialisation. Une des manières de continuer à vivre normalement et de ne pas avoir trop de flux commerciaux qui polluent la planète ou qui détruisent nos emplois, c'est le local. J'aimerais qu'on donne la parole à Pamela pour Alliance du Peuple. Pamela, je ne sais pas si tu es candidate quelque part, mais peut-être que tu peux nous parler de l'approche d'Alliance du Peuple, parce que tu parles en leur nom ici, Bernard. On a reçu dans une émission précédente, il y a 2 semaines, je crois, Loïc. Oui, c'est ça. Peut-être tu peux nous expliquer ton implication dans la campagne sur l'Île-de-France. Oui, alors j'ai essayé de candidater d'ailleurs, moi aussi, mais c'est pas fait. C'était au départemental. Moi, je suis sur la Bretagne, au sud de Rennes. D'accord. Voilà, en Ille-et-Vilaine. Donc oui, déjà, j'ai rejoint Alliance du Peuple il y a à peu près 3 mois pour, comment dire, proposer mes compétences, pour faire le lien, pour rassembler les gens, parce que c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Et donc, mon métier, c'est la communication. Et puis, je suis très engagée, on va dire, que ce soit bénévolement dans plusieurs associations événementielles, mais aussi comité de jumelage, et également donc Gilets jaunes, hein, où j'ai été dès le début sur les ronds-points et sur la 4 voies. Et nous avions mis même en place un collectif, en fait, très intéressant, Citoyens Gilets jaunes, qui n'a pas duré plus de 3-4 mois à cause d'un problème d'ego. Et donc, ça fait une leçon au bout du compte, parce qu'on s'était tous investis beaucoup dedans, bénévolement. Et je suis restée engagée quand même, mais en électronique. J'ai aidé plusieurs des groupes, l'Assemblée des assemblées également, au niveau d'être je faisais le lien, voilà, j'étais référente en fait. Et donc pour Alliance du Peuple. Donc voilà, ça revient au même projet, quoi. Effectivement, le déclic, c'est comme une porte qui s'est ouverte. Je ne pensais pas du tout m'investir au niveau de la politique ou aider au niveau de la politique. Même si j'ai toujours voté, j'ai toujours, comment dire, je crois plus aux politiques depuis bien longtemps. Mais beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de citoyens français. C'est une porte qui s'ouvre pour moi pour changer le système par la base. En fait. Je pense que c'est très important. Moi, dans mes projets professionnels, je soutiens beaucoup les artisans locaux, les producteurs locaux, les circuits courts. Mon projet professionnel, c'est tout ça. Je ne vais pas vous le détailler, ça va être trop long. Non, mais on fera une émission, parce que là, c'est vrai qu'on est dans une série d'émissions pour vraiment présenter les candidats citoyens. Mais par contre, ceux d'entre vous qui ont vraiment des marottes et des sujets, etc., je pense qu'on fera quelque chose sur c'est d'ailleurs pour ça que… Tout ça, on pourrait faire une émission. Moi, je suis pas mal le sujet aussi avec des gens, donc voilà, j'essaie de me former aussi. Voilà, pareil, je suis un peu dans différents groupes, plus ou moins, au bout du compte, l'autonomie alimentaire, les cantons solidaires, voilà, enfin, nourrissez les Gilets jaunes. Loïc, tu as des initiatives aussi, toi, locales, hein, sur l'agriculture locale. Ah là là, mais c'est un des piliers de mon programme, les circuits courts, imiter ce qui se fait déjà en Normandie. Il y a vraiment tout un système de mise en relation entre les producteurs locaux et les citoyens, avec des transporteurs qui vont livrer les gens. Enfin, ils peuvent commander via une plateforme Internet qui a été financée par la région. Enfin, il y a énormément de choses à faire pour développer la production locale qui est en circuit court et donc qui respecte l'environnement et qui surtout crée des emplois. Parce que finalement, le remède à la plupart des maux dont souffre notre société, c'est vraiment la création d'emplois. Mais de vrais emplois, des emplois dans des TPE, des emplois à taille humaine, des emplois dans lesquels il y aura une relation de travail humaine sans que les personnes soient compressées ou exploitées. Hein, donc, exactement, à taille humaine, on est bien d'accord. Vraiment, il faut savoir que les TPE, c'est 85% des créations d'emplois, elles ne délocalisent pas. Ce sont finalement des gens qui sont intégrés dans une équipe. C'est l'idéal
pour vraiment intégrer, on a des tas de problèmes de gens qui n'arrivent pas à s'intégrer. Donc, on doit vraiment mettre le paquet sur l'entrepreneuriat humain, entre guillemets. Tout à fait. Voilà, c'est mon programme. Merci, on reviendra probablement sur ces confirme. sujets, ça mérite une émission elle-même. On va passer un peu à la seconde partie de l'émission. Vous savez, en général, avec nos candidats citoyens locaux, on aime bien choisir un thème national. Je vous rappelle que sur les problématiques nationales, chez nous à Quatre Piliers, on a un livre qui sort où certains de nos membres, dont moi-même et d'autres qui ne sont pas du parti, mais qui sont des amis, se sont regroupés pour essayer de dégager des lignes de force pour le pays pour 2022. Donc, je le resignale, repenser la France d'après aux éditions Amphora. Voilà, il y a quelques idées. Et il y a maintenant même dans les programmes politiques un peu plus classiques comme celui-là, il y a vraiment une thématique à laquelle on n'échappe plus depuis les Gilets jaunes, depuis quelques années. C'est celle de la démocratie participative, de la manière de faire participer nos citoyens à notre République. On le sait, on le dit, on le décrit. On a une République qui est une monarchie républicaine. Elle est censée être verticale, jupitérienne, comme dit l'autre. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut au contraire quelque chose de plus horizontal, de plus participatif. Mais la question, c'est comment on fait au niveau des institutions. Je suis sûr que dans votre campagne, vous avez une certaine approche, peu importe comment vous l'appelez, d'assemblée citoyenne ou de référendum d'initiative citoyenne. Juste avant de vous laisser la parole, de vous laisser nous expliquer, parce qu'en plus, il y a un mouvement qui s'appelle ici France Démocratie Directe. Donc, dans la démocratie directe, qui est chez nous le 4e pilier, j'imagine qu'il y a la démocratie participative, qui est légèrement différente de la démocratie représentative, qui en est une amélioration. Nous, en général, les réflexions qu'on a pu avoir dans notre mouvement, et moi à titre particulier, parce que j'ai déjà écrit sur ces sujets dans les médias, nous, c'est de considérer qu'on veut quand même revenir à la source de l'usage référendaire qui était à l'origine de la Ve République du général de Gaulle, c'est juste qu'on l'a un peu oublié, avec différentes procédures. Je crois qu'il y en a 3 chez nous. Un référendum d'initiative citoyenne qui est local, qui peut exister au niveau soit de la mairie, soit au niveau de la région, sur tous les sujets de compétences de la mairie ou de la région, à condition qu'il y ait un certain nombre d'inscrits qui demandent, bien évidemment, alors je crois qu'on avait fixé le seuil à 20 ou 25% des inscrits qui demandent à ce qu'une question soit portée à un référendum, donc sur toutes les questions de compétences de la collectivité locale. Il y a aussi, pour nous c'est très important, un référendum révocatoire. On considère que pour les maires ou les présidents de région, en particulier à partir du mi-mandat, si jamais il y a vraiment un élu qui s'avère être dans une situation où il n'est plus soutenu par une majorité ou prendre des décisions qui ne sont plus cautionnées par une majorité de la collectivité, des citoyens de la collectivité, on doit pouvoir éventuellement, comme ça existe en Californie, engager à nouveau sa légitimité sur un vote. Donc, s'il y a un certain nombre d'inscrits qui demandent un référendum révocatoire, on refait une élection, comme le recall californien. Et puis, bien évidemment, il faut aussi un RIC au niveau national, qui doit porter sur tous les sujets constitutionnels. Et nous, notre idée, parce qu'il existe à l'heure actuelle un référendum d'initiative partagée, vous le savez, qui est une initiative partagée entre les citoyens et les parlementaires, c'est d'éliminer les parlementaires de l'équation, parce que les parlementaires, ils représentent des partis et une majorité ou l'opposition. Or, le référendum, il n'a rien à voir avec la question de la majorité et de l'opposition. Le référendum, il doit concerner les citoyens. Et l'idée, bon, je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, c'est de dire que ce référendum d'initiative citoyenne, il doit être proposé par les citoyens eux-mêmes et en fait par région. Et si par capillarité, on a un certain nombre de régions qui le demandent, eh bien, on passe au niveau national et ensuite on vote. Avec l'espoir qu'on ait des dirigeants qui comprennent que sur les questions les plus importantes, même s'ils sont élus entre les 2 élections, finalement, il faut faire des référendums sur les sujets les plus importants. Peut-être pas la première année, mais au bout de la 2e, de la 3e année, on a déjà moins de légitimité quand on veut faire des grandes réformes. On ne peut pas ne pas se passer du référendum. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle. D'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Les Français ont dit non. Il en a tiré les conclusions. Il est parti, mais il faut revenir à cette pratique-là. Voilà. Ce que je vous propose peut-être, c'est de donner la parole. Oui. Pardon. Excuse-moi de te couper parce que Jérôme est arrivé. Je sais pas si oui, je veux bien, mais j'avais dit le principe, c'est justement, on ne peut pas en permanence, malheureusement, jouer de la console, laisser rentrer les gens. Je veux bien comprendre qu'il y ait des gens qui aient des problèmes techniques. Je vois qu'il y a Katia aussi, mais je ne peux pas en plein milieu de l'émission refaire les présentations, etc. Je suis désolé. Voilà. Alors, je ne vois plus Jérôme. Ah si, ça y est, je le vois. Voilà. Il faut qu'il prenne en cours de route. Qui veut s'exprimer sur ce concept de référendum d'initiative citoyenne, au-delà même des régionales, hein, mais sur sa vision, peut-être Lionel ou Ingrid, quelle est la vision défendue chez France Démocratie Directe et ou Alliance du Peuple? Je parle en premier ou tu y vas, Ingrid?
Oui, vas-y Lionel. Alors après, je ne sais pas si c'est le fait de l'urgence ou si ça va évoluer. J'en suis pas convaincu. Je discutais, enfin, l'autre jour, Jérôme me faisait une remarque sur France Démocratie Directe. Il me disait c'est plus France Anarchie Directe, en fait. Confirme pour quelqu'un qui aime l'ordre comme moi, c'est un peu compliqué de temps en temps à s'y retrouver. Bon, je pense que moi personnellement, je pense qu'il y a des moments où il faut cadrer un peu et puis qui est des tuteurs, c'est bien. Ça n'a pas besoin d'être des personnes. Je pense qu'effectivement, là, nous, on est présentement dans un besoin d'avoir un rétro-planning, d'avoir un programme très précis sur les actions qu'on va pouvoir mener au quotidien, une stratégie bien serrée. On a eu une réunion hier. J'avoue que je n'ai pas du tout le temps de faire de compte-rendu, ni même de rendre compte de ce qui s'était dit. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites hier. Mais on était à fond sur les financements, là, parce que notre objectif, c'était de pouvoir, bien sûr. avoir des résultats de vote. Je comprends bien, Lionel, mais toi, à titre personnel, après on va parler des enjeux locaux et on parlera des dons, etc. Mais toi, à titre personnel, c'est quoi ta vision du RIC quand les Gilets jaunes en parlaient? Qu'est-ce que tu as... Là, je t'ai donné, notre vision, c'est assez précis. Puis là, je peux dire, toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que citoyen de cette question? Moi, je pense que, par exemple, tu vois, le moment où le général de Gaulle démissionne, finalement, ce type-là, il a fait un système pour lui, finalement, qui était très bien pour lui. C'est-à-dire qu'il a respecté ses engagements. Il a fait je ne sais combien de référendums pendant son mandat, qui était finalement assez court. Et il en a fait plus à lui tout seul qu'il n'y en a jamais eu depuis. Et au moment où les Français ont dit qu'ils ne voulaient plus de lui, il est tout de suite parti, il a donné sa démission, il est parti. Là, il y a des tas de gens qui demandent à M. Macron, Micron, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de s'en aller, tout simplement parce que finalement, ça serait la position la plus honorable pour lui, de démissionner. C'est pas grave, tu peux l'insulter, on ne te censurera pas ici. Ah non, mais je ne l'insulte pas, ce n'est pas une question d'insulte. C'est une question voilà, d'un moment, parce qu'il va... ce serait dommage, quoi. Et à mon avis, c'est la seule position qui soit là pour lui aujourd'hui. Et moi, ce que je vois finalement, c'est que dans tout système, il y a le système d'un certain côté qui va être comme un outil, qui va être plus ou moins un bon outil pour faire certaines choses. Et puis, il y a des moments où si on fait trop de réunions, trop de démocratie, ça ne marche pas du tout, hein. Là, par exemple, il y a eu des moments où il fallait être un peu efficace. Voilà, ça s'est arrêté de discuter assez sur certains points, quoi, parce qu'il faut agir, il faut c'est pour ça, Lionel, qu'on recherche tous de nouveaux leviers institutionnels, mais qu'il faut quand même le circonscrire, tu vois, il faut vraiment un domaine. C'est pour ça que tu as vu, quand je t'ai dit, nous, on propose un référendum municipal à l'échelle de la mairie, mais ça va être que sur les sujets de la mairie, donc ça va être sur les sujets du quotidien. Tu vois, un nouveau barrage, est-ce qu'il faut l'accepter ou pas? On ne va pas au niveau municipal revoter sur le système d'imposition, tu vois. Au niveau national, ça peut se faire aussi, mais il faut qu'il y ait un fort soutien pour que ça se fasse. Il ne faut pas non plus que ce soit juste des minorités agissantes qui s'emparent de la démocratie, qui prennent en otage la démocratie par le référendum. Et il faut que ça reste conforme quand même à la Constitution, qui est la norme suprême, tu vois. À l'époque des Gilets jaunes, moi, ça me fascinait le RIC parce qu'il y a quand même des gens qui partaient dans toutes les directions. Ingrid, je ne sais pas Ingrid ou Jérôme, peut-être, Jérôme, tu nous as rejoint. Excuse-moi, peut-être te donner la parole. Quelle est ta vision, toi, du RIC? Quand les Gilets jaunes en parlaient, qu'est-ce que tu avais en tête? Qu'est-ce que tu y mettais derrière? Alors moi, déjà, je me suis engagé, et on s'est engagé avec Annick auprès de Click RIC, qui est un collectif qui défend la mise en place du RIC. Et on s'est engagé dans notre propagande et on s'est engagé pour justement vouloir tester et mettre en œuvre un RIC local. Donc pourquoi un RIC local? C'est qu'on considère qu'au niveau d'un département, que ce soit au niveau d'une mairie, mais aussi au niveau de la région, on est parfaitement capable aujourd'hui de prendre l'avis des gens qui sont gouvernés dans cette région, d'être transparent dans les projets et dans les actions qu'on réalise et de pouvoir, un minimum, laisser aux citoyens le choix de prioriser, typiquement, que ce soit des questions de santé, sur des questions d'éducation ou sur des questions de développement d'emploi, puisqu'il y a les départements, on peut voir typiquement en Île-de-France, que sont très disparates en termes de création d'emplois. Donc, il y a des départements comme le nôtre dans le Val d'Oise, où il y a très peu d'emplois par rapport au nombre d'habitants.
Et le pourcentage est assez effarant. Et on comprend bien en fait que ces zones-là, au bout d'un moment, risquent de devenir sinistrées, où on se retrouve avec des villes dortoirs. Donc, pour développer une activité économique, pour développer, en fait, les citoyens n'ont absolument pas du tout accès aujourd'hui à un niveau local de décision. Quand on gère plus d'1 milliard au niveau du département du Val d'Oise, je pense qu'on a quand même beaucoup de leviers et beaucoup de moyens d'action. Oui, les budgets sont assez gigantesques. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que disait Ingrid tout à l'heure. Et ce que je trouvais très pertinent, c'est que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui qu'on réussisse à remporter ces élections, à la fois pour bloquer les présidentielles de l'année prochaine et offrir un autre choix que le Macron-Le Pen que tout le monde nous annonce, que les médias font exprès de nous annoncer, et aussi parce que c'est à ces endroits-là, au niveau de la région et au niveau du département, que tous les budgets se jouent. C'est là où sont réellement les vraies décisions économiques. Pour moi, le référendum d'initiative citoyenne qui était défendu par les Gilets jaunes, au final, est le minimum dénominateur commun à tout mouvement populaire qui peut largement être mis en place au niveau local. Et le dernier dénominateur commun, c'est le MCP, je pense que tout le monde le connaît, le mouvement constituant populaire, dont l'unique but est d'amender la Constitution, l'article 89, pour permettre d'ajouter un petit bout de texte qui donne l'initiative aux citoyens dans toute modification de Constitution. Pour moi, ça serait la base, effectivement, d'une démocratie. C'est les éléments indispensables d'une démocratie. On a donc compris, je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là, pour ceux en particulier qui espèrent beaucoup dans ce concept de RIC, que c'est d'abord au niveau local, c'est presque une mesure girondine ou de décentralisation ou d'autogestion, que ça marche bien, parce qu'à un petit niveau, les citoyens sont capables de s'organiser, d'être force de proposition et de s'autogérer. Ça peut exister aussi au niveau national, je pense, dans 2 cas. Alors, bien évidemment, pour tout ce qui est modification constitutionnelle ou nouvelle constitution, parce que par définition, une nouvelle constitution, par exemple en France, aurait besoin d'être ratifiée par les citoyens. Donc, le changement constitutionnel, ça passe par une forme de référendum et ça doit passer uniquement par une forme de référendum. Je considère que l'autre procédure uniquement par le Congrès, elle ne devrait pas exister, mais bon, c'est un autre sujet. Et puis, si RIC il y a au niveau national sur un sujet, pour moi, c'est un peu la proposition aussi de 4 piliers. Et ça doit se faire par capillarité, région par région, si tu veux, par l'agglomération d'initiatives locales qui finalement remontent à Paris en mettant pression en fait sur le pouvoir parisien pour qu'il change les choses dans le sens où les gens sur le terrain l'ont demandé. On va prendre une toute petite pause en fait avant d'aborder la 3e partie qui consiste à vous laisser parler des enjeux locaux. Au cours de cette pause, et vous allez pouvoir vous exprimer aussi, on va faire un certain nombre d'appels. Et je dirais 3 appels. Le premier appel que nous voulons faire et que je veux faire avec vous tous, c'est cet appel à voter pour les listes citoyennes au départemental et au régional. On a beaucoup parlé des départementales, mais ce soir, il y a aussi une liste départementale. France Démocratie Directe, je le dis solennellement, un appel au vote. Déplacez-vous, ne votez pas que pour les partis classiques, votez aussi pour ces listes citoyennes. Je voudrais donner la parole aussi peut-être à Ingrid ou à Lionel sur la question des dons. Peut-être c'est le bon moment pour faire votre appel. Oui, je te remercie. Je vais prendre la parole si Lionel le permet. Vas-y. Puis, on sera relais de toute façon pour cette présentation parce qu'effectivement, on a réussi, comme certains nous qualifient à être des héros parce qu'on a réussi à monter notre liste en 15 jours pour les régionales en Ile-de-France, qui ne s'est jamais vu en France à toutes les époques. Donc ça, c'est fait. Merci, on prend. On a été validé par la préfecture, tout est en ordre, il nous manque des fonds et effectivement, on voulait faire un appel aux dons pour nous soutenir et pour nous développer, surtout développer notre communication, nous faire connaître pour que les gens puissent nous identifier, reconnaître lorsqu'ils vont prendre les bulletins de vote donc dans les mairies le jour des votes, le 20 et 27 juin prochain. Et pour ce faire, en fait, il y a 2 systèmes de dons qu'on voulait présenter, qui sont d'abord, il y a les dons qui se font donc sur la personne, sur le compte de la personne qui est tête de liste, c'est-à-dire Lionel Brault. Et ces dons-là sont définitifs dans le sens où si on fait plus de 5%, il y aura subrogation et donc tous les dons seront intégralement remboursés ou perdus. Mais pas perdus puisqu'en fait, ils auront été investis dans tous les cas. Donc, c'est toujours gagnant, sauf qu'il y aura un retour financier si effectivement, il y a cette subrogation au-delà des 5% de vote. Et à ce moment-là, les dons seront intégralement remboursés à chaque personne. Il y a un deuxième cas de figure
où il s'agit de dons, donc qui sont défiscalisés. Et chaque personne, en tant que particulier, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des citoyens lambda ou autres, peuvent faire des dons jusqu'à hauteur de 4 600 €. Et donc, ces 4 600 € de dons sont défiscalisés pour 66%. C'est-à-dire que ça fait un crédit d'impôt à défalquer sur une période de 5 ans, ou bien intégralement, si la personne paye 10 000 € d'impôt et qu'elle fait un don de 4 600, sur les 4 600, elle aura 3 036 € en fait qui lui seront retournés, donc remboursés par les impôts au niveau fiscal. Donc en fait, il n'y a pas réellement de perte, puisque de toute façon, l'investissement va à des actions et il y a des rétributions financières qui peuvent se faire. Donc, je vais passer la parole à Lionel et là, ça sera à faire sur le compte du mandataire financier. On intégrera toutes ces informations au niveau du site francedémocratiedirect.fr, toutattaché.fr, et sinon, Lionel Brault pourra présenter certainement son mail. Je présente le mien qui est ingrid.belfodil@alliance du peuple avec des tirés du 6.fr. Je donne la parole à Lionel, mais on retrouvera tout ça nous aussi sur nos réseaux, on remettra toute l'info. Merci. Ouais, je voulais faire un rectificatif, on va dire, stratégique. On avait à fond besoin de dons là jusqu'à aujourd'hui midi. Mais là, étant donné que ça va être très très short pour les routeurs, on va avoir encore plus besoin de bras et de gens qui auraient éventuellement des petits utilitaires, parce qu'on va être contraint de livrer nous-mêmes, a priori, la propagande, et notamment les bulletins de vote. D'accord, donc tu fais un appel là à de l'aide, hein, à des bras, on est d'accord? Oui, des bras, des petits utilitaires, parce que a priori, ça fait 12 tonnes de papier. Donc ça fait beaucoup pour la région de bulletins de vote. Et 12 tonnes de papier, bon, je sais que Jérôme, il a un petit véhicule, mais pour le 95, ça va pas le faire, ça c'est sûr. Surtout que si je me rappelle bien, c'est quand même pas tout près qu'il faut aller le déposer, hein. C'est dans le département de l'Eure, c'est ça? Alors non, là c'est fini. Là, demain matin, ça commençait à 10 h en Essonne pour le 94, et après c'était avant midi dans l'Eure. Ah, c'est marrant d'ailleurs. Eh oui. Et avant midi dans l'Eure, encore une expression. Enfin bon, on va être trop short. Le temps d'imprimer, de livrer, c'est impossible. Donc il va falloir qu'on imprime, qu'on fasse imprimer, parce que bon, imprimer soi-même à la photocopie, ça va pas le faire non plus. Même si sur le fil, là, on a un adepte du copy-top. Bon, il faut être raisonnable. À un moment, il va falloir passer par un gros imprimeur et après faire les livraisons nous-mêmes, quoi. Et pour ça, il faut du monde. Pour ça, et puis pour le collage, tractage, bien sûr, mais aussi parce qu'à l'échelle de la région, il va nous falloir beaucoup d'assesseurs et de scrutateurs. On a découvert qu'il y a certains départements, alors c'est le cas un peu dans le canton de Vauréal, mais dans les Hauts-de-Seine, c'est pire. C'est limite un tiers de machines à voter. Bon, voilà, pour ceux qui ont suivi comment ça s'était passé aux États-Unis. Oui. Je ne sais pas si c'est super rassurant d'avoir des machines à voter et tout. Ça fait peur. En tout cas, il y en a beaucoup dans les Hauts-de-Seine. Voilà, et on aimerait bien être un peu présent sur les bureaux de vote. Ne serait-ce que pour voir comment nos bulletins sont mis sur la table ou non. Bon. Ok, donc on est d'accord, appel au vote, appel aux dons et appel aux bras et peut-être aux idées aussi pour ceux qui veulent envoyer des idées. Exactement, on a voulu… Pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Non, mais c'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais du… Ah, on t'a perdu. Oui, excuse-moi, t'as perdu, oui. Allô? Oui. Là, on t'entend à nouveau, mais on t'a perdu quelques secondes. D'accord. Ma connexion Internet est instable, c'est marqué dessus. Je disais, moi, j'ai envie de faire appel à l'initiative individuelle, en fait. D'autant plus que là, sur le fil, là, on est vraiment pas nombreux, en fait. Et si chacun libère pas son initiative personnelle, en fait, on a du mal à s'en sortir. Et moi, ce que j'ai envie de faire appel simplement aux idées des gens, ne serait-ce que pour la région, parce qu'on n'est pas des professionnels de la politique. Et toutes les idées sont bonnes. Moi, je pense que les gens sont intelligents, tous.
et qu'il faut juste leur laisser l'occasion de s'exprimer pour qu'ils le montrent. Bien sûr, tous les citoyens ont des idées à amener en politique et on est surtout souvent agréablement surpris quand on consulte les gens. Je vous propose dans une dernière partie un peu de vous donner la parole cette fois-ci pour parler des enjeux locaux de l'élection. Si on regarde là au niveau géographique, il y a des gens qui sont à Paris même, donc dans le Val d'Oise, un département que je connais bien. Pour parler brièvement de la Seine-et-Marne avec Loïc, mais on va peut-être se concentrer sur les enjeux Val d'Oise, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez en local? Quelles sont les attentes des citoyens sur cette élection? Quels sont les thèmes locaux, au-delà de démocratie directe, CRIC, etc.? Quels sont les thèmes particulièrement locaux que vous voyez dans votre région? Pour l'instant, on a fait quelques cantons de par la France. On s'aperçoit qu'il y a d'énormes différences entre les cantons qui sont très ruraux et les cantons qui sont très urbains. Les attentes ne sont pas forcément les mêmes et chaque campagne est très différente. C'est vraiment marquant. Les médias parisiens ne le voient pas, mais nous, on le voit sur le terrain. Donc, qui veut parler ici des enjeux vraiment locaux, de ce qu'il voit quand il va à la rencontre de ses concitoyens sur le marché local ou dans des discussions Internet, mais avec des gens du canton? Qui veut s'exprimer en premier? Je veux bien. Moi, je peux m'exprimer, mais c'est Loïc, plutôt vous que je voudrais faire parler, là. Oui, moi aussi, j'aimerais qu'on parle un peu du Val d'Oise, en plus, que je connais bien. Donc. Qui nous parle du Val d'Oise? Allons-y. Je vais. Oula, il y a beaucoup d'écho. Il faudrait peut-être que tu coupes ton micro et que tu le rallumes. C'est parce que je suis dans la même pièce que Jérôme. Oui. Oula. Alors, je ne sais pas pourquoi ça résonne. Oui, mais Jérôme s'est coupé, donc non, c'est toi. Ça aurait pu. Oui, mais ça fait toujours la même chose. Oui, là, c'est désagréable. Alors, je vais te couper et puis je vais désactiver le son. Je vais essayer. Voilà. J'ai désactivé ton son. Je viens de te demander de réactiver ton micro. Voilà, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Vas-y. Voilà. Donc, pour l'instant, nous, on a surtout on a commencé à rencontrer des maires avec Jérôme. Donc, on a rencontré le maire de Magny-en-Vexin et on a rencontré un adjoint au maire dans ma commune, à Condécourt, qui, lui, connaît beaucoup de personnes autour, y compris des maires, y compris des gens à la région. La grosse problématique pour l'instant, c'est que la plupart des campagnes, enfin nous on est très rural en fait au niveau du Val d'Oise et on a été rattaché à Vauréal. On n'a pas du tout les mêmes enjeux ni les mêmes problématiques, à tel point qu'aux dernières élections, en fait, les campagnes ne voulaient pas aller apporter leur bulletin à Vauréal. Alors l'autre problématique aussi, c'est que Vauréal, en fait, effectivement, ils ont une machine à voter et c'est 1/3 des votants. Donc, pour faire le poids, il va falloir vraiment être présent parce qu'on n'a pas pu mettre de bulletin de vote. Nous, on voulait quand même amener nos... Bien sûr. Il y a une machine à voter, non, on va mettre du papier. Là, ça n'a pas été possible. Et donc, sinon, au niveau rural, nous, on avait l'envie de développer des formations locales avec, Jérôme évoquait des formations avec des agriculteurs qui pourraient accompagner. Et là, le maire de Magny-en-Vexin nous a indiqué qu'il y avait un terrain qui avait été acheté pour faire une école d'agriculture à Magny-en-Vexin, à l'identique de celle qui a été réalisée à Saint-Germain-en-Laye. Et ça permettrait de développer, enfin ce qu'on souhaiterait nous développer ici, c'est beaucoup la permaculture, les emplois locaux autour d'alimentation bio, développer pour les cantines aussi l'alimentation bio. Et avec une production locale, enfin de faire des circuits courts en fait pour qu'il y ait plus d'emplois et aussi pour que les gens arrêtent de faire parfois 1 heure, 1 heure et demie de transport matin et soir pour se rendre sur un lieu de travail c'est épuisant en fait pour les gens qui est souvent de faire sur Paris. Le travail. En fait, le Val d'Oise, c'est un territoire qui est extrêmement vaste et disparate. J'en connais des bouts. Moi, j'ai habité pendant longtemps à l'Isle-Adam. Effectivement, l'Isle-Adam, on était loin. En même temps, l'Isle-Adam, c'est de la ruralité, mais il n'y a pas tant que ça d'agriculture. C'est un peu de la ruralité pour gens aisés. Il y a d'autres zones qui sont très rurales et un peu abandonnées. Après, il y a des zones, j'ai mes beaux-parents qui habitent près de Taverny, tout ça. Enfin, c'est quand même plus urbain, cette région-là. Donc, le Val d'Oise, ça va être vraiment difficile au niveau du département de gérer des intérêts de territoire qui sont parfois en conflit parce qu'en fait, le Val d'Oise, c'est un truc que les administrateurs ont tracé
mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des territoires très différents et des demandes très différentes. Et il y a une problématique au niveau de la santé aussi. On a l'hôpital de Pontoise qui est pas suffisant. Et donc Jérôme avait évoqué le fait qu'on puisse faire des petites maisons médicales, à faire un maillage en fait dans le département, de manière à ce que les gens puissent se soigner. C'est difficile aujourd'hui de trouver un médecin. Il y a beaucoup de médecins ou même de dermatos ou différentes professions médicales qui n'acceptent plus de nouveaux patients. Et le Val d'Oise a été très touché par le Covid, hein, plus que d'autres départements et très tôt. C'est dommage qu'on n'a pas Katia avec nous, hein, parce que sinon on aurait pu parler. Si, elle est là. Elle est là. Elle est là avec Jérôme. Bonsoir. Ah, Katia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une ou deux problématiques locales chez toi? Très rapidement, quand on a été très touchés, moi j'ai été voir en fait dans les décrets concernant le port du masque pour voir si on était encore concerné ou pas, parce que normalement un décret il a une fin, il a un début et il a une fin. Et on s'est aperçu finalement que le Val d'Oise a été bloqué complètement et mis sous cloche pour 58 places de réa pour tout le Val d'Oise. C'est-à-dire que dans le décret, c'est marqué 58 places de réa. Donc forcément, s'il y avait 17 personnes de plus, bah, ça faisait plus 145% de taux d'occupation. Enfin, ça faisait 145% de taux d'occupation. On s'est retrouvé bloqué pour une poignée de places. Quelques places, ouais, c'était assez impressionnant quand je me suis aperçue. C'est bien d'aller voir les décrets. Moi, je vous conseille tous d'aller voir vos décrets dans chacun de vos départements parce qu'on apprend pas mal de choses. Oui, et puis au niveau national, il faut le répéter, pour l'instant, l'urgence sanitaire, c'est jusqu'au 30 septembre. Quand bien même, il y a un gouvernement qui communique sur tout va bien, vous allez pouvoir vivre normalement cet été. Donc, de deux choses l'une, hein. Soit on vit normalement, mais il n'y a plus d'urgence, d'état d'urgence, ou en état d'urgence, et ça veut dire qu'il y a une vraie menace et on ne vit pas normalement. J'ai du mal à comprendre ce deux poids, deux mesures. Loïc, en parlant d'enjeux locaux, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu peux nous parler, mais on en reparlera, vous avez un enjeu local dans votre canton qui est fascinant, c'est la question des arbres et de la forêt. On parle un peu d'écologie là. Il faut que tu mettes ton micro en marche. Ton micro ne marche pas. Ah oui, voilà, ça y est. Oui, donc il y a l'enjeu de la forêt qui est actuellement fortement attaqué parce qu'il y a des problèmes de financement des retraites à l'ONF et en fait, le gouvernement a demandé à l'ONF de vendre les plus beaux arbres. Donc, il y a énormément de coupes et les acheteurs sont chinois. Donc, ça fait rentrer de l'argent. Donc, c'est une solution de court terme. Mais c'est notre patrimoine à tous qui est en train d'être dilapidé, en fait. Au lieu de… évidemment, ça ne peut pas être une solution durable. Donc, il y a ce point-là. Mais c'est vrai que sur le canton de Melun, qui est un canton qui est assez urbain, avec une forte densité de personnes et finalement assez peu d'entrepreneuriat par rapport au nombre d'habitants. Hein. Pour donner une échelle, il y a quand même 45 000 électeurs sur le canton de Melun, qui est tout petit géographiquement. La crainte majeure des habitants avec qui je discute, c'est l'emploi. Hein. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment ça qui angoisse les gens. Donc, je crois que le Covid va créer une vague de faillite et les gens la sentent arriver et ça les panique. Et donc, notre programme, eh bien, il est conçu pour répondre à cette angoisse. Donc, on va vraiment essayer, si nous sommes élus, d'orienter l'action du département vers la facilitation de création de TPE pour créer de l'emploi local qui ne délocalise pas. Voilà. Entendu. On va s'arrêter là aujourd'hui. Ça fait presque une heure que nous sommes ensemble. Je répète un petit peu les 3 appels que nous avons lancés aujourd'hui. Donc, soutien à la liste de France Démocratie Directe, Alliance du Peuple, avec Lionette Brault et Ingrid Belfodil. C'est à la fois une liste régionale avec ses déclinaisons départementales, mais il y a aussi des certain nombre de personnes qui sont candidats au départemental, donc au cantonal, dont dans le 95, Katia Bruno, Jérôme Ménard, Jérôme et Annick, hein, qui étaient avec nous ce soir. 3 appels. Pour ces listes-là, bien évidemment, un appel à voter. Déplacez-vous, allez voter, puisque vous avez la chance, en particulier en Ile-de-France, avec Loïc également, dans le canton de Melun, d'avoir des candidats citoyens, apolitiques.
Appel aux dons aussi pour cette liste pour les régionales, puisque les régionales, ça représente un effort financier beaucoup plus important. Ils vous ont donné les informations, on vous remettra sur nos différents réseaux sociaux toutes les informations pour contribuer en termes de dons. Et puis, appel aussi à toutes les bonnes volontés, les bonnes idées et même les bras pour mener cette campagne pour les régionales. Merci à tous ces candidats très courageux. On continuera à parler d'eux sur nos réseaux et puis je continue à parler aussi aux candidats par échange d'emails ou par SMS en dehors de cette émission. Je pense que la prochaine émission, il faut qu'on la planifie. Elle sera dans la semaine, peut-être demain ou vendredi. Ce sera avec des candidats plutôt dans le sud de la France. On a fait la Haute-Garonne, IDF. On va aller plutôt vers le Vaucluse ou les Bouches-du-Rhône au cours de la semaine. Merci à tous. À très bientôt.